Bonsoir à tous, voici les principaux titres de ce journal. Le Sénat a examiné en seconde lecture le projet de loi électorale modifié. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, a présenté ce mardi l'économie de ce texte de loi aux sénateurs. La loi a été envoyée à la commission PAJ pour une étude approfondie. Toujours au Sénat, des élus ont demandé au ministre de l'Intérieur des explications sur les événements malheureux survenus lundi à Kinshasa. Évariste Bochab a déploré ces actes qualifiés d'inciviques. Les revenus du secteur extractif publiés dans les rapports ITIE RDC, comment vont-ils impacter le public? Cette question a été au centre des débats d'une rencontre des partenaires de l'ITIE des hauts niveaux, rencontre organisée ce mardi à Kinshasa. Les sénateurs ont clôturé le débat sur le projet de loi électorale présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. La loi a été envoyée à la commission PAJ pour une étude approfondie. Richard Chako. De ce projet de loi. Après la chambre basse du Parlement, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, s'est présenté ce mardi devant les sénateurs pour défendre le projet de loi électorale modifié. Évariste Bochab a fait l'économie de sa loi avant de solliciter l'approbation de la Chambre haute du Parlement afin de doter les pays d'une nouvelle loi. Ceci pour corriger les erreurs des échéances électorales passées que tout le monde a décriées. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, tout en reconnaissant l'importance de toutes les innovations introduites par ces projets de loi, je voudrais néanmoins m'appesantir sur certaines d'entre elles, notamment celles portant sur la représentation homme-femme et les mécanismes de sa mise en œuvre, le changement de la circonscription électorale pour l'élection des conseillers des secteurs ou des chefferies, le renforcement du régime répressif à l'égard de toute personne qui participe à l'altération des résultats électoraux, le relèvement du taux de la caution des candidats, la remise des copies des procès-verbaux aux témoins, le vote des Congolais de l'étranger et la question de l'applicabilité des dispositions relatives à l'actualisation permanente des listes électorales et la transmission à la CENI des listes des partis et regroupements politiques éligibles au scrutin. Un débat général a été engagé après la présentation du projet de loi au cours duquel les sénateurs ont formulé leurs préoccupations. Je vous propose justement de suivre ces préoccupations des sénateurs. Article 8. Monsieur le Président, pourquoi lier les élections présidentielles au recensement? Ce qui m'étonne, c'est qu'en suivant le vice-premier ministre, même en suivant le directeur général de l'ONIP, les explications qu'il donne démontrent que ça ne devait même pas avoir de rapport. En fait, en vous suivant, je penserais que la conclusion sera de dire cette phrase qui tue les gens, on la retire. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous nous dites. Quand vous dites qu'à l'exposé des motifs, je venais de le dire, vous affirmez que l'enregistrement des électeurs est une opération permanente, au lieu d'un enregistrement périodique. Et c'est de ça qu'on a besoin, effectivement. C'est pour prendre en compte les anciens majeurs non enrôlés et les nouveaux majeurs. C'est la révision du fichier électoral. C'est l'enrôlement. Mais que vient faire le recensement avec les élections présidentielles? On peut encore comprendre que le recensement ait un lien avec les élections législatives. Je peux encore comprendre. Pourquoi? Parce que pour les élections législatives, on a besoin de déterminer le nombre de sièges par province, par circonscription, la répartition de sièges. On a besoin de connaître le poids démographique. Je peux comprendre. Mais les élections présidentielles, la circonscription, c'est toute l'étendue de la République.
On a besoin de quotas. Pour former le gouvernement, on doit déterminer le quota de ceux qui ont voté le président. L'augmentation de la caution à elle seule ne pourrait atteindre cet objectif de réduction du nombre de candidatures. Qu'est-ce que nous avons vécu en 2011? Lorsqu'un candidat croyait avoir plus de chances de gagner un siège que les autres membres de sa liste, il paie la caution pour la liste de son parti politique et mettait sur cette liste le candidat qui l'accompagnerait au prorata du nombre de sièges de la circonscription. C'est cela qui crée la pléthore de candidats. Même avec une augmentation de 10% pour chaque siège additionnel, cela n'empêche pas les candidats fantaisistes de figurer sur la liste. D'ailleurs, il faut 11 candidats sur une liste pour avoir le double de la caution, alors que nous voulons que le candidat contribue au financement des élections. Qu'est-ce que nous voulons finalement? Pour mettre fin aux partis politiques fantaisistes, il y a lieu de modifier la loi des partis politiques en introduisant les principes de la dissolution d'office des partis politiques qui ont concouru aux élections durant 2 échéances et n'ayant pas obtenu aucun siège, tant au niveau national que provincial. Mais aussi innover en dissolvant des partis politiques qui se présentent aux élections en regroupement politique. Le fait de se regrouper doit amener les partis politiques regroupés à cesser de fonctionner, afin de réduire le nombre de partis politiques alimentaires et stabiliser la vie politique dans notre pays. Une loi électorale, c'est la loi la plus importante dans une démocratie. Elle ne s'impose pas, elle se négocie avec le partenaire. Ce n'est pas la loi de la majorité, ce n'est pas la loi de la minorité. C'est une loi électorale, c'est la règle de jeu qui doit être acceptée par tous les partenaires. Donc, point n'a besoin d'aller se cacher dans les maisons, dans les restaurants-bars, pour boutiquer une loi électorale. Les conséquences, Monsieur le Président, c'est le désordre, il faut que chacun s'assume. Nous avons volontairement choisi de ne pas mêler le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, des opérations électorales, y compris tout ce qui concerne l'identification et l'enrôlement des électeurs. C'est un choix. L'option de notre Constitution est de confier à la CENI la charge d'organiser librement et sans interférence les différentes opérations devant conduire aux élections. Cette option a été confirmée par notre législateur. La loi organique qui a été citée numéro 13/012 du 19 avril 2013 portant organisation et fonctionnement de la CENI dit à son article 9.1 ceci. La CENI a comme attribution 1. Organiser et gérer les opérations préélectorales, électorales, référendaires, notamment l'identification, l'enrôlement des électeurs, l'établissement et la publication des listes électorales, le vote, le dépouillement, la centralisation et l'annonce des résultats. En écoutant le professeur Loumanou, j'avais peur. Il va même transmettre les résultats des élections. Ce n'est pas son travail. Au moment où nous sommes réunis ici, et le peuple nous regarde parce que si vous voyez les commentaires depuis longtemps, on dit, on va un peu se référer à la sagesse du Sénat. Que va faire le Sénat sur cette loi? Cette loi est-elle bonne? Le sang est coulé. On ne peut pas banaliser nos morts. Et celle du gardien de la paix, et celle de nos enfants. Il faudra encore faire. Nous avons entendu donc le rapport qu'a fait les vice-premiers ministres. Mais on ne peut pas accepter une loi pour qu'il y ait des morts. Que ce soit 1 ou 10, c'est inacceptable. Monsieur le sénateur, c'est inacceptable. Il faut revoir quel est le problème. Pourquoi ne voulons pas voir le problème des faces, essayer de l'adresser? Oui, l'explication technique a été donnée. On a parlé de cette incise qu'on a qualifiée d'assassine, de toxique. Mais qu'y a-t-il derrière cette incise? C'est le problème de savoir si on va au-delà de novembre 2016. Mais pourquoi ne pas en parler? Parce qu'on a conditionné l'élection à un recensement. L'explication qu'on nous a donnée ici nous a rendus tous un peu sceptiques, on ne sait plus exactement ce qu'il faut penser.
recensement administratif, scientifique, électoral, on ne sait pas. Ça devient imprécis. On ne peut pas lier les élections d'un pays à un événement futur, incertain et imprécis. Est-ce que le Sénat, Monsieur le Président, vous êtes reconnu pour votre sagesse, est-ce que vous ne pouvez pas marquer une pause dans cette loi et sur ces problèmes-là, de manière spécifique, voir les responsables politiques, aussi bien la majorité, l'opposition, la société civile, pour dégager un consensus, une compréhension sur ces problèmes-là, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Adolphe Loumanou, directeur général de l'Office national d'identification de la population, a expliqué aux sénateurs la nécessité qu'il y a de procéder à l'identification et au recensement de la population avant la tenue des échéances électorales prochaines. Cela en vue de doter la CENI des données fiables pour la mise en place d'un fichier électoral non contesté. Honorable Nkoy Mafuta. La question des élections présidentielles et législatives prochaines étant liée au recensement administratif, selon la loi sous examen au Sénat, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur s'est fait accompagner du directeur général de l'Office national d'identification de la population, Adolphe Loumanou Bouanansefou. Dans son intervention, le directeur général de l'ONIP a précisé que sa structure n'est pas née en 2014 et elle n'a pas de soubassement politique avec un agenda caché. Au contraire, l'identification a des avantages économiques, démographiques et sécuritaires, a affirmé le patron de l'ONIP. Cette identification débouche sur la constitution d'un fichier général de la population. Il ne suffit pas de constituer le fichier général de la population, il faut l'entretenir. Le jour où la CENI, seule habilité à élaborer, à fixer le calendrier électoral, ce n'est pas de la compétence de l'ONIP. L'ONIP fait son travail. La CENI dit, monsieur de l'ONIP, je suis prêt, techniquement, sur le plan logistique. Nous pouvons aller, donnez-moi la liste électorale. Nous décrétons la nuit électorale, c'est-à-dire nous mettons la ligne rouge. Au moment où vous me demandez ces données-là, voici le volume, voici la population congolaise. Il y en a autant d'hommes, autant de femmes, autant d'enfants âgés de tel à tel âge, ainsi de suite, mais en ce qui vous concerne, parce que vous partez de 18 ans et plus, voici l'extrait du fichier général de la population pour que ça constitue votre liste électorale. Quand j'aurai remis cette liste à la CENI, et c'est pour autant que j'arrête le travail, le lendemain je continue. Sur le plan économique, quand moi je demande 500 millions pour vous faire un travail qui va prendre 30 ans, 40 ans, 50 ans, sans demander un nouvel investissement et qui va s'autofinancer par la suite, la CENI, pour les 2 cycles électoraux, 2006 et 2011, a dépensé près de 300 millions de dollars pour la révision uniquement du fichier électoral. Sur les plans sécuritaires, mais nous devons faire ce travail. La sécurité du pays, la sécurité de la région, la sécurité de la sous-région, même la sécurité du monde, dépend aussi de la tenue et de l'entretien du fichier général de la population. Comment vous allez identifier les criminels? Comment vous allez éviter la fraude de l'identité? Parce qu'il y en a. Surtout depuis qu'on est passé de la phase des prénoms, phase de l'authenticité, et puis on a repris la phase des prénoms, mais on ne sait pas qui est détenteur de quel papier. La présence du vice-premier ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, était une occasion pour les sénateurs de lui demander des explications sur les événements malheureux survenus lundi à Kinshasa. Évariste Bochab dresse ici le bilan de ces incidents. Hier, puisque c'est de la situation d'hier qu'il s'agit, l'appel a été lancé par ceux qui pensent que les élections pour accéder au pouvoir est un chemin très long et non rassurant et qu'il faut procéder à un raccourci en appelant la population à tout casser pour créer les chaos
Et donc, les barricades ont été érigées. Il fallait s'attaquer au symbole de l'État et venir au palais du peuple, non seulement pour les brûler, tel que c'est écrit, le tract, nombre d'entre nous doivent les avoir lus, mais aussi assassiner les honorables sénateurs, puisqu'ils ont accepté d'examiner les projets de loi qu'ils qualifient de scélérats. Mais pour répondre aux appels demandant de tout brûler, de tout casser, il faut ici préciser que ces appels ne détenaient aucun message politique. Les manifestants, transformés en bande de pillards, se sont adonnés à cœur joie à piller toutes les boutiques et magasins, brûlant 13 commissariats de police, s'attaquant aux biens des privés. On peut citer en passant la résidence de l'artiste musicien Antoine Kofi, qui a subi les actes de vandalisme, l'église du pasteur Barouti, qui a été mise à sac, les voitures de particuliers, plusieurs magasins. Quel est le bilan qui a été établi à la fin de la journée? Un agent de police a été lâchement abattu à Matete par les manifestants, puisqu'il fallait s'attaquer, répondre à ces mots d'ordre qui avaient pour objectif s'attaquer au symbole de l'État. Un agent commis pour protéger les personnes et leurs biens a été lâchement assassiné. 3 de nos concitoyens ont trouvé la mort pendant qu'ils pillaient. Je dois ici préciser que la police a été d'un grand professionnalisme. Il n'y a pas d'armes létales qui avaient été utilisées. Mais si ces 3 concitoyens ont pu trouver la mort dans les magasins qu'ils pillaient, simplement parce qu'il y avait des policiers qui avaient été commis là-bas, qui assuraient la surveillance, qui n'avaient pas d'autre moyen de défendre que de pouvoir utiliser les armes qu'ils avaient à leur disposition. Et je préfère dire ici qu'ils sont déférés devant l'auditorat. Le bilan à la fin de la journée, le bilan qui a été établi à 22 h. La ville de Lubumbashi, comme disait l'honorable sénateur tout à l'heure, n'a pas été touchée. Il faut plutôt parler des Kasumbalesa, où les manifestants ont voulu incendier les bâtiments de la DGM, mais ils avaient été maîtrisés. À Goma, il y a eu une manifestation, on ne peut pas déplorer quoi que ce soit. À Bukavu également, rien en Banzangungu. Par contre, à Lukala, les gens ont tenté de piller Silou. Ils avaient été maîtrisés. On doit dire également que dans la province orientale, la province de l'Équateur, les Maniemans, les Kassai occidentales, les Kassai orientales, rien à signaler. Autre titre de l'actualité, les revenus du secteur extractif publiés dans les rapports ITIE-RDC, comment vont-ils impacter le public? Tel a été le thème de la rencontre des partenaires de l'ITIE de haut niveau organisée ce mardi à Kinshasa. Voyez ces images de Ben Mondo commentées par Jacques Moulouba. Quelle impulsion les rapports ITIE impriment-ils dans les réformes actuelles des finances publiques? Pourquoi la RDC ne connaît-elle pas un développement économique et social à la hauteur de la richesse de son sous-sol? Comment la société civile et le grand public peuvent-ils utiliser les rapports ITIE pour comprendre les revenus et les dépenses de l'État afin d'impulser la transformation socio-économique? Toutes ces questions ont été débattues par les partenaires de l'ITIE de haut niveau. Cet atelier avait pour thème les revenus du secteur extractif publiés dans les rapports ITIE-RDC. Comment vont-ils impacter le public? La République démocratique du Congo est un pays conforme à l'ITIE. Le pays a adhéré à l'ITIE en 2005 et depuis lors, il a publié 5 rapports. À chaque publication, ces rapports ont été disséminés parmi le grand public afin de susciter le débat dont la résultante devrait être une proposition à soumettre aux institutions républicaines de notre pays
pour assurer toujours plus de transparence sur la gestion des richesses issues de l'extraction des ressources naturelles afin de garantir que ces ressources profitent bien à tous les citoyens. L'objectif final de cette rencontre est d'amener le public à débattre des revenus du secteur extractif, comme l'a affirmé le professeur Marc Doumba, coordonnateur de l'ITIE RDC. Il y a une distorsion entre nos richesses et nos revenus. Il faut que le public se saisisse de ce débat pour permettre aux gouvernants d'effectuer des choix sur les revenus du secteur, qui est le seul secteur de la République démocratique du Congo qui intervient dans les exportations, dans l'économie nationale au niveau de 98%. Donc, ils sont venus pour dire comment nous ferons pour que le public débatte et dise des choses aux gouvernants, de quelle manière on peut mieux capter et capitaliser les recettes et aussi les distribuer, les retracer au trésor public et dans le budget. Entreprises minières, pétrolières et forestières, publiez ce que vous payez à l'État et l'État, publiez ce que vous recevez des entreprises minières, pétrolières et forestières, afin que le public le sache et en débatte. Telle est la mission de l'ITIE. Voici maintenant le rappel des principaux titres avant de nous séparer. Le Sénat a examiné en seconde lecture le projet de loi électorale modifié. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Boshab, a présenté ce mardi l'économie de ce texte de loi aux sénateurs. La loi a été envoyée à la commission PAJ pour une étude approfondie. Toujours au Sénat, des élus ont demandé au ministre de l'Intérieur des explications sur les événements malheureux survenus lundi à Kinshasa. Évariste Boshab a déploré ces actes qualifiés d'inciviques. Les revenus du secteur extractif publiés dans les rapports ITIE-RDC, comment vont-ils impacter le public? Cette question a été au centre des débats d'une rencontre des partenaires de l'ITIE des hauts niveaux, rencontre organisée ce mardi à Kinshasa. Fin de ce journal, je vous remercie d'avoir suivi de partout dans le monde. Les programmes continuent sur la RTG, alors ne zappez pas. Ce journal vous a été offert par RTL. Toujours fidèle la prémisse. Fidèle la prémisse. Papa chéri notre femme. Papa Nanès, Banafane, Remoya, Alexis, Charnière, Jean-François Borsigny. Un Afrifa, Monsieur Laurent Boukson Boukassa. Jean-Flavien Kaniki, Birlen Guézi, Clovis Kassanza, Gaël, Zédéric, Juridique Adèle Tendai, Jacques Chinja, Maître Alain Balaka, Papa Léonard Bonzeka, Camille Kachana, le meneur. Eric Tezo, le banquier. Moko Boachabane, Abadikani, Tonton Baba, Mwanateba. L'homme moderne. Y'a Constant Omar, président de la FECOPA élu. Honorable Jotini Makayo Villa. Y'a Michel Kabea, le grand frère. Pétrolier minier. Francis Kalombo Solution.